Honorables collègues, merci d'avoir permettre l'ajournement de ce débat mardi pour que je puisse prendre la parole ce soir. J'étais prêt à prendre la parole la semaine dernière, mais l'occasion ne s'est pas présentée. J'ai ajusté mon intervention pour tenir compte de certains des excellents points exprimés par des collègues, surtout pour les deux discours les plus convaincants en faveur du projet de loi fait par mes collègues du groupe des sénateurs indépendants. Je propose mes remarques non pas comme une réfutation de mes collègues, mais plutôt comme une sorte de réflexion à voix haute sur les points essentiels. Je veux que vous sachiez tous que leurs discours m'ont forcé à réfléchir plus sérieusement au projet de loi C-234. Les sénateurs Arnott et Carter sont engagés en faveur de l'action climatique. Ils sont convaincus de l'importance d'un prix du carbone et pensent en plus qu'un tel prix inciterait les agriculteurs à réduire les émissions dans leurs pratiques de chauffage et de refroidissement des granges et des séchoirs à grains. Ils soutiennent néanmoins le projet de loi parce qu'ils estiment que l'exclusion des granges et des séchoirs à grains de la taxe sur les carburants ne fera pas une grande différence par rapport aux objectifs de réduction des émissions du Canada, qu'ils soutiennent d'ailleurs sans équivoque. Ils soutiennent également le projet de loi parce qu'ils sont convaincus de la nécessité de petits aménagements qui peuvent avoir des effets bénéfiques importants, surtout dans une fédération fracturée comme la nôtre. Enfin, ils ne croient pas que le projet de loi C-234 contribuera à l'érosion du régime de tarification de la pollution par les GES et ils sont d'avis que ce projet de loi doit être examiné spécifiquement pour ce qu'il est censé faire et non pour ce qu'il pourrait entraîner. Il s'agit là d'arguments raisonnables et fondés sur des principes qui méritent d'être examinés attentivement. D'une certaine manière, je suis rassurée par leur argument selon lequel l'exemption des granges et des séchoirs à grains n'aura pas d'effet important sur les émissions canadiennes de gaz à effet de serre. Je soupçonne que beaucoup d'entre vous, qui êtes également préoccupés par le changement climatique, sont également rassurés. Mais devriez-vous l'être? Cet argument pose deux problèmes. D'abord, les petites différences s'additionnent. Et le fait de ne pas se préoccuper de ces petites différences est précisément l'argument avancé par ceux qui s'opposent à toute action sérieuse pour lutter contre les changements climatiques de la part du Canada parce que, disent-ils, nous ne ferons pas une grande différence dans la réduction des émissions mondiales. J'ai l'impression que ce raisonnement gagnera du terrain si le projet de loi C-234 est adopté et personnellement, je ne veux pas en faire partie. Je respecte l'approche disciplinée de l'évaluation du projet de loi C-234 proposé par les sénateurs Arnott et Carter qui estiment qu'il faut l'évaluer strictement sur la base de ses mérites. C'est un conseil juste de la part de nos collègues qui reflète la précision et l'approche juridique dans laquelle ils sont experts. Je viens d'une autre tradition, celle de l'économie politique, où ce que vous voyez n'est pas toujours ce que vous obtenez et où la compréhension de la provenance des mesures législatives et de ses effets de deuxième et troisième ordre sont aussi importants que le texte du projet de loi. C'est pourquoi je ne peux pas ne pas me demander si le projet de loi C-234 entraînera une nouvelle érosion du régime de tarification de la pollution par les GES. Et bien qu'il était possible de détourner les yeux de la possibilité qu'il s'agisse d'un cheval de Troie contre la tarification du carbone lorsque nous avons commencé à débattre de ce projet de loi il y a quelques semaines, je pense qu'il est maintenant impossible d'ignorer le cœur des appels à l'élimination de la taxe sur le carbone en complément de l'exemption des granges et des séchoirs à grains de la taxe carbone. Le premier ministre Scott Moe de la Saskatchewan nous a écrit il y a quelques semaines pour nous demander d'approuver sans discussion le projet de loi C-234 et pour souligner que la taxe sur le carbone devait être supprimée pour tout le monde. Il n'est pas le seul. L'idée selon laquelle le projet de loi C-234 ne visait qu'à exempter les séchoirs à grains et les granges a toujours été tirée par les cheveux. L'auteur du projet de loi et de l'autre endroit a clairement exprimé son opposition à la tarification du carbone et son parti réclame publiquement et bruyamment la suppression de la taxe carbone. Il n'y a rien de déterminant dans le fait que le projet de loi conduise à une grande érosion du régime de tarification
tarification. Et je crois que c'est l'argument du sénateur Cotter, à savoir qu'il faut rester concentré sur le projet de loi à l'étude. Mais voici ce que je pense. Est-ce concevable, même plausible, que l'adoption du projet de loi conduise à une nouvelle érosion de la tarification du carbone au Canada? Et si c'est le cas, quel poids devrions-nous accorder à ce facteur dans l'examen du projet de loi? Lorsque l'on pense aux appels pressants des politiciens fédéraux et provinciaux à supprimer la taxe en même temps qu'ils nous appellent, qu'ils nous demandent d'adopter le projet de loi dont nous sommes saisis, je pense que le risque est réel, qu'il est élevé et qu'il doit peser lourd dans notre réflexion. En fait, je crois que l'autre chambre est arrivée à la même conclusion que moi. Et c'est la raison pourquoi ils ont rejeté une motion du chef du parti Axe de taxe, supprimer la taxe, demandant au Sénat d'approuver sans discussion le projet de loi C-234. Qu'en est-il de l'argument selon lequel le projet de loi est une forme d'accommodement pour un groupe de Canadiens ruraux honnêtes qui aideront à préserver, à protéger la Fédération et qui soutiennent l'équité régionale? Il s'agit d'une considération importante qui présente un attrait particulier lorsque vous la combinez avec l'argument que ces exemptions ne feront de toute façon pas une grande différence en matière d'émissions de GES. Mais il faut se méfier de l'argument qui appelle à la protection de la Fédération. Si ce projet de loi est adopté, les provinces qui font campagne en sa faveur ne célébreront pas le renforcement de la Fédération, mais le présenteront plutôt comme une victoire pour les pouvoirs provinciaux. En cas de doute, pensez à certaines provinces, à ces provinces qui agissent dans d'autres domaines en sapant activement les pouvoirs légitimes du gouvernement fédéral. Il existe également une autre dimension importante de l'argument sur l'équité qui a été négligée dans nos débats. Il s'agit du fait que le projet de loi ne s'appliquerait qu'aux provinces de soutien et non aux provinces qui ont leur propre régime de réduction des émissions, notamment la Colombie-Britannique, le Québec et les territoires du Nord-Ouest. Les règles nationales qui s'appliquent aux provinces d'appui ont été conçues de manière à être équivalente à celles de la Colombie-Britannique, du Québec et des territoires du Nord-Ouest grâce à un concept connu, celui de la rigueur. Et voici comment Environnement Canada présente les choses. Chaque province et territoire peut concevoir son propre système de tarification adapté aux besoins. Le gouvernement fédéral fixe des normes nationales minimales que tous les systèmes doivent respecter pour garantir qu'ils sont comparables et efficaces en matière de réduction des GES. Tous les arguments avancés dans cette enceinte pour expliquer que le projet de loi est bon pour le Québec, la Colombie-Britannique et les TNO ne sont pas seulement hors propos, mais ça va à l'encontre de ce qui se passera, en fait. En fait, l'assouplissement de la rigueur de la tarification de la pollution par les GES dans les provinces qui n'ont pas leur propre système fera en sorte, en fait, ce sera une forme d'injustice qui n'a pas été abordée dans les débats jusqu'à présent. Ce type de traitement inégal va à l'encontre de l'idée d'équité régionale que certains défenseurs du projet de loi pensent promouvoir. Je reviendrai à l'idée de rigueur parce qu'il s'agit d'un concept vital dans le régime de tarification du carbone et de pollution par les GES qui nécessite une surveillance et une évaluation périodique. Ce concept est essentiel à la détermination d'une période de temporisation pour le projet de loi, car un désalignement de la rigueur pendant une trop longue période est en fait la perpétuation d'un traitement injuste pour certaines parties du pays qui s'appelle l'unité canadienne. Avant de revenir sur ce point, j'aimerais aborder un autre aspect de l'idée selon laquelle le projet de loi vise à accommoder les besoins spéciaux de certains agriculteurs. Ce point de vue nous donne la fausse impression qu'aucun accommodement n'a été fait, que le régime fédéral de tarification de la pollution par le GES est un vice politique inflexible et mécanisme qui est insensible aux circonstances particulières. Le fait est que les granges et
les agriculteurs qui sèchent leurs céréales bénéficient déjà d'un allègement de la taxe sur les carburants depuis 2021. De nombreux sénateurs ont cité l'estimation du DPB, selon laquelle les recettes cumulées provenant de la taxe sur le gaz naturel et le propane au cours des 8 prochaines années s'élèvera à environ 1 milliard de dollars. Ce chiffre est très trompeur car toutes ces recettes seront reversées au secteur agricole sous une forme de remise. Vous pourriez dire qu'il n'y a pas non plus de coût net si nous exonérons les grands chez les séchoirs à grains, mais cela va à l'encontre de l'objectif. Il est vrai que les agriculteurs ne récupèrent pas le montant exact qu'ils ont dépensé sur le gaz naturel ou le propane, mais ceux qui en font plus en termes d'efficacité énergétique s'en tireront mieux. La suppression de la remise et l'exemption générale, non seulement cela va ralentir les progrès en matière d'efficacité énergétique, mais ce sera injuste également pour les agriculteurs qui ont réagi à un signal du prix du carbone. Plutôt que d'exempter le gaz naturel et le propane, dis-je, une meilleure approche consisterait à voir si le rabais peut être mieux ciblé. C'est l'une des recommandations du rapport de l'AGVO que le Sénat a rejeté. J'aurais espéré que le comité sénatorial permanent des finances nationales examine cette question, comme l'avait demandé la Chambre, mais ce comité n'a pas organisé une seule audience sur ce projet de loi. C'est vraiment honteux. Donc, il nous faut donc renvoyer tout cela et je crois que c'est une occasion manquée. Collègues, j'ai parlé des arguments de bonne foi les plus convaincants en faveur du projet de loi et les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Dans mes interventions précédentes, j'ai abordé ce que je considérais comme des failles dans la compréhension qu'ont les auteurs du projet et j'ai parlé également des affirmations selon lesquelles les technologies actuelles ne permettent pas d'améliorer l'efficacité énergétique. D'autres arguments peuvent être résumés par la phrase « Nous aimons les agriculteurs ». À cela, je réponds « Amen ». Mais le point soulevé sur le fait que les agriculteurs nourrissent le monde et séquestrent le carbone grâce à des pratiques agricoles meilleures, même s'ils sont vrais, ce n'est pas une des écritures. En tant que législateur qui devrait se préoccuper de l'intérêt national, nous devons aimer encore plus la poursuite de la bonne politique publique. Le projet de loi n'est pas une bonne politique publique. C'est pourquoi je m'y oppose. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de débattre de l'exonération du fioul domestique, du carburant domestique. Par conséquent, je pense que la meilleure approche à adopter pour ce projet de loi est d'aligner ces dispositions sur l'exemption relative au mazout domestique, donc qui expirera dans 3 ans. Une expiration de 3 ans coïncidera avec l'examen intermédiaire obligatoire de la tarification et ça inclura l'examen des questions de concurrence intergouvernementale et internationale et surtout le concept de rigueur auquel j'ai fait référence un peu plus tôt. J'avais proposé un tel amendement en comité, ça a été rejeté au niveau du vote. En alignant les clauses de temporisation des exemptions relatives au mazout résidentiel et au C234, nous bénéficierons d'un examen complet qui fera appel aux ressources ministérielles et à d'autres expertises. Si le projet de loi est adopté sous cette forme amendée, il s'agirait d'un compromis, dis-je, raisonnable pour faire face au dérapage. Qui plus est, un projet de loi amendé donnerait l'occasion à nos collègues de l'autre endroit de reconsidérer leur soutien à la version originale du projet de loi, comme nous l'avons vu dans la motion qui a échoué à la Chambre la semaine dernière. Cette motion, présentée par le chef du parti, demandait au Sénat d'approuver ce projet de loi sans amendement. Elle a été rejetée par les députés libéraux bloqués sévères qui ont voté contre. Je pense que nos collègues de l'autre endroit nous demandent de leur donner l'occasion de reconsidérer. Et puisque nous sommes donc la Chambre de deuxième réflexion, nous devrions leur accorder cette occasion. Un amendement de bon sens visant à aligner les périodes d'extinction et de l'exemption
serait à considérer et je propose donc que le projet de loi tel qu'amendé ne soit pas lu une troisième fois, mais qu'il soit amendé à nouveau. À la clause 2, page 2, en remplaçant la ligne 23 par la suivante, entre en vigueur le jour du 3e anniversaire. Page 2, en remplaçant la ligne 6 par la suivante, 3e anniversaire de la date à laquelle le présent acte. Merci.